Jean-Pierre Bemba a été désigné vendredi par son parti candidat à la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président a été acquitté le mois dernier par la Cour pénale internationale. Les allégations d'intimidation planent sur la présidentielle du 29 juillet au Zimbabwe. La police aurait procédé clandestinement à un vote par correspondance pour les agents de Bulawayo alors qu'ils auraient été contraints de voter devant des supérieurs. Enfin, au Sénégal, l'opposition a appelé à une grande marche ce vendredi après-midi, une manifestation autorisée par le préfet de la capitale pour dénoncer, critiquer l'autorité et son chef, Macky Sall. Les familles des victimes et des représentants de la société civile se sont pressés avec émotion pour suivre les débats vendredi. C'était dans une petite salle du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, dans la ville d'où partit le soulèvement populaire après l'immolation par le feu d'un vendeur ambulant. Quelques 338 Tunisiens ont été tués et 2174 blessés durant le soulèvement qui lança le printemps arabe entre fin 2010 et début 2011. Plus de 6 ans après les faits, les juges spécialisés vont devoir se prononcer sur la culpabilité de 11 personnes, dont le président déchu Zine El Abidine Ben Ali, son ex-ministre de l'Intérieur et des membres de la garde nationale pour la mort d'un ingénieur informatique et d'un étudiant tué par balle après avoir manifesté contre le pouvoir le 14 décembre 2010 dans la ville de Benzel Bouzayan. Ils sont également accusés d'être responsables pour les blessures de 4 autres manifestants et doivent répondre d'homicide volontaire avec préméditation et de tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Aucun des accusés n'était présent à l'audience. Un autre procès visant les responsables présumés de la mort de 20 manifestants lors de la Révolution s'est aussi ouvert vendredi à Kasserine, ville voisine de Sidi Bouzid. Ces procès sont les premiers concernant des victimes de la Révolution, instruits par l'instance Vérité-Dignité, chargée de rendre justice aux victimes de la dictature en Tunisie. Khalifa Sall, le maire de Dakar qui est en prison depuis près de 500 jours, et Karim Wade, le fils de l'ancien président qui vit en exil au Qatar, continuent de compter des milliers de soutiens. Les partis de l'opposition ont marché ensemble pour dénoncer ce qu'ils décrivent comme les dérives du pouvoir, le tripatouillage de la Constitution et la confiscation des libertés. Ils critiquent également le chef de l'État sénégalais Macky Sall, qu'ils accusent de tout faire pour éliminer ses opposants. J'espère qu'il aura la sagesse, il aura le sens intellectuel lui permettant de décrypter ce message qui lui est lancé par l'opposition réunie. C'est un message contre ces dérives, c'est un message pour son départ, c'est un message pour la libération des otages politiques que sont Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade. Nous marchons pour plusieurs raisons. Parmi les questions sociales, il y a le manque d'eau qui traverse Dakar depuis bientôt 5 mois. Dakar est assoiffé. Dakar, le Sénégal a faim. Le bétail est en train d'être décimé par le manque d'aliments à l'intérieur du pays. Et toutes ces questions font qu'aujourd'hui, il y a une situation sociale explosive dans notre pays. C'est ce qui motive aujourd'hui notre manifestation. En organisant cette marche, l'opposition tente de montrer sa force. Le débat sur l'absence prolongée de Karim Wade sera sans aucun doute au cœur des prochaines réunions du PDS, le Parti démocratique sénégalais, qui l'a investi candidat au prochain scrutin présidentiel. Quant au maire de Dakar, son procès en appel a été suspendu mercredi jusqu'au 18 juillet pour statuer sur sa demande de remise en liberté. Il avait été condamné en mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics. À la demande de l'ensemble des centrales syndicats, eh bien, le patronat a accepté de les recevoir et il était question pour eux de nous réitérer leur souhait de voir une révalorisation du SMIC et puis évidemment une hiérarchisation des salaires. C'est tout à fait dans leur droit de poser ce genre de revendications. On les a écoutés.
on a pris en compte l'ensemble des préoccupations qui étaient les leurs. Mais vous savez, le patronat, c'est une instance responsable. Et par rapport à cela, eh bien, nous leur avons expliqué que tout en nous prenant de court, eh bien, nous allons quand même mener la réflexion de façon à ce qu'on ne leur donne pas une réponse précipitée. Vous savez, au milieu du patronat et des partenaires sociaux, il y a aussi le gouvernement. Donc c'est ce qu'on appelle le dialogue tripartite. Et c'est dans une cohésion, dans une cohérence tripartite qu'on trouvera bien évidemment une solution. Donc il est évident pour nous, je dirais, de rester dans une position, on va dire, de recul, en raison du fait que nous tenons absolument à ce que cette relation tripartite demeure et que et le gouvernement et les syndicats et les employeurs continuent à parler toujours d'une même voix pour l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens. Un rapport de l'ONU rendu public le mois dernier a estimé que plus de 260 personnes avaient été tuées dans les récentes violences intercommunautaires. Quelques 150 000 personnes ont fui la province de l'Ituri en raison des violences intercommunautaires. Selon l'organisation, leur retour se fait dans des conditions difficiles. Alors qu'un porte-parole de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés faisait état de déchirants témoignages sur les violences barbares, une équipe de l'ONU a récemment pu accéder à la province de l'Ituri après des mois de conflit entre les groupes ethniques Emma et Lendu qui se disputent depuis longtemps les terres dans cette région. Selon le HCR, environ 350 000 personnes auraient fui, notamment après une intensification des violences en décembre, mais en raison d'une relative accalmie, environ 150 000 personnes sont revenues depuis. Seulement, beaucoup de ceux qui sont rentrés ont trouvé leur village et leurs maisons réduits en cendres, jugeant énormes les défis humanitaires dans la région où hôpitaux, écoles ou autres infrastructures clés ont été complètement détruites. Le HCR s'est dit particulièrement préoccupé par le nombre élevé d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans la région. L'agence de l'ONU a averti que ses efforts pour fournir l'aide désespérément nécessaire dans la région étaient entravés par un sous-financement critique. Âgé de 56 ans, l'opposant a été plébiscité en son absence par les membres du mouvement de libération du Congo, MLC, à l'issue du congrès de ce parti qui s'est tenu à Kinshasa. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites. Nous allons nous retrouver prochainement chez nous à Kinshasa en RDC, Ariagi Bemba, dans une liaison téléphonique. Nous avons décidé à l'unanimité de reconduire le sénateur Jean-Pierre Bemba Congo comme président national du MLC pour un mandat de 5 ans et de l'investir comme notre candidat à l'élection présidentielle du 2018. Plus précisément au point 38, 39 et 40 qui prévoient l'impression, le conditionnement, le déploiement des bulletins de vote. Le MLC exclut donc toute élection avec la machine à voter, conformément aux dispositions constitutionnelles et légales. Des élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues le 23 décembre 2018. Le scrutin présidentiel permettra de désigner le successeur du président Kabila qui ne peut pas se représenter mais ne donne aucun signe de vouloir quitter le pouvoir. C'est leur affaire, hein. Ils sont libres. Hein. Nous savons que nous allons gagner. On aura la majorité absolue à l'Assemblée nationale, on aura la majorité dans les assemblées provinciales. Notre candidat président de la République sera élu et nous allons donc faire en sorte que notre projet de société soit là pour le bonheur des Congolais. L'heure de vérité va sonner avec le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle entre le 24 juin et le 8 août. Le mouvement de libération du Congo par envoi affirme solennellement emprunter toutes les démarches nécessaires pour y parvenir, c'est-à-dire l'unité d'action de l'opposition. C'est la seule condition pour assurer la victoire lors du prochain scrutin. Notre présence ici, c'est un acte concret de notre volonté toujours réitérée
de nous unir pour présenter un candidat commun de l'opposition. Le MLC de Jean-Pierre Bemba est l'une des grandes forces politiques d'opposition représentées au Parlement de la RDC. Pour les prochains scrutins, ce parti a annoncé avoir aligné 715 candidats aux élections provinciales et 500 pour les législatives. Le 12 juillet à Batibo, dans le nord-ouest, les soldats du gouvernement ont tué 15 civils, dont un enseignant et 7 membres de sa famille, a écrit dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux l'ONG Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique, dirigé par l'avocat anglophone Félix Agbon-Ngongo. Le mercredi 11 juillet, à Bamili, quartier estudiantin situé à la périphérie de Bamenda, le chef-lieu de la région du nord-ouest, 5 étudiants de l'université ont été abattus par des soldats du gouvernement qui leur ont ordonné de sortir de leur chambre la nuit, a ajouté l'ONG. L'ONG de Félix Agbon-Ngongo a dit avoir pu vérifier et authentifier ces rapports de massacres grâce à des témoins oculaires, des habitants locaux, des contacts familiaux, des images de scène et d'autres sources. Sollicitées, les autorités n'avaient pas donné suite vendredi soir. L'armée camerounaise est régulièrement accusée par des ONG et des populations de perpétrer des exécutions sommaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest anglophones. Dans ces zones, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant de forces de restauration d'un État anglophone qui avait existé sous mandat britannique entre 1922 et 1961. Plus de 80 policiers et militaires ont été tués dans ces régions depuis le début du conflit armé fin 2017. Vendredi, le président Paul Biya, qui a annoncé sa candidature à une 7e réélection en octobre, a assuré que le Cameroun restera fidèle à ses engagements de respecter les droits de l'homme dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. D'après nos informations, ce n'est pas la commission électorale de Bulawayo, mais la commission de Harare qui a envoyé ces bulletins de vote parce que ces gens sont censés voter par correspondance. Lorsque nous avons découvert ce qu'il se passait à l'intérieur, on s'est rendu compte que la police a mis en place un bureau de vote auquel nous croyons et conformément à la loi, lorsque vous avez mis en place un bureau de vote, cela signifie que vous avez besoin d'agents. Mais nous savons que les agents ne sont pas nécessaires pour les votes par correspondance. And we know that agents are not needed on postal votes. Nous avons reçu des appels d'officiers subalternes qui étaient au camp Ross, au bureau hier matin, pour dire qu'il y avait maintenant un poste épouvantable au camp Ross et que les policiers votaient maintenant comme une province. Nous avons vérifié l'authenticité de l'appel que nous avions reçu. Ils sont revenus vers nous en nous disant qu'en effet, ceci se produisait bien au camp Ross. True to the word, our security details came back notifying us that indeed such a situation was happening at Ross Camp. Les membres du bureau votent-ils librement? C'est là que se situe la question. Nous voulons qu'ils votent librement, car ce sont des Zimbabwéens, c'est leur droit démocratique d'agir librement. Vous savez quoi? C'est comme un jeu où vous ne pouvez pas être l'arbitre, vous ne pouvez pas être le joueur, vous ne pouvez pas tout organiser, mais garantir simplement que les autres parties se retrouvent afin d'assurer des élections libres et équitables, et donc un jeu équitable.